Et on passe à présent à notre focus de ce dimanche soir consacré à l'élection présidentielle du 15 janvier en Ouganda. Le président Yoweri Museveni, 81 ans, brigue un 7e mandat fort de 40 ans au pouvoir. Face à lui, le leader de l'opposition, Bobi Wine, tente de mobiliser une jeunesse frustrée dans un climat de répression, une élection sous haute surveillance où plane aussi l'ombre du fils Museveni, Muhoozi, pressenti comme successeur. Quelle lecture tirée de ce scrutin? Continuité, transition ou recomposition? Pour en parler, nous recevons Christophe Titeka, politiste belge, professeur à l'université d'Anvers. Merci Christophe Titeka et bienvenue dans le JTA. Nous avons une première question pour vous. Qu'est-ce qui distingue cette élection de 2026 des scrutins précédents sur Museveni? S'agit-il d'un moment particulier dans ce que vous appelez le late Musevenisme? Comment vous l'analysez? Merci beaucoup. Et en effet, c'est une élection tout à fait particulière. Donc, comme vous l'avez dit, le président Museveni, il est au pouvoir depuis 1986, ça fait presque 40 ans de règne. La grande question aujourd'hui, c'est celle de sa succession. Il est devenu clair que cette succession ne se fera pas par les urnes et que la vraie question est donc de savoir ce qui se passera après les élections. Et dans ce contexte, ces élections ressemblent presque à un spectacle secondaire. Ce ne sont pas les élections qui vont constituer l'enjeu principal. Alors, on vous entend là-dessus et on parlera de la succession. D'abord, peut-être expliquer, est-ce qu'on peut parler vraiment d'élection démocratique dans un contexte aussi verrouillé? Merci, c'est une bonne question et la réponse en fait est double. Si on parle des élections présidentielles ou plus largement de l'avenir politique du pays, la réponse est clairement non. Les vraies décisions ne sont pas prises par des responsables élus, mais par un petit cercle qui est très restreint. Le président est la figure centrale et ce sont essentiellement le président et sa famille qui décident. En revanche, quand on parle des élections, il faut aussi penser aux élections parlementaires. Et là, on peut encore voir des surprises et des résultats inattendus. Que ce soit dans l'opposition ou même au sein du parti au pouvoir, des changements peuvent encore se produire et des surprises restent possibles. Amnesty International a dénoncé une campagne brutale de répression, arrestations arbitraires, usage de la torture, censure numérique. Est-on allé plus loin qu'en 2021? Et merci. La réponse est non. Enfin, elle est à la fois oui et non. D'abord, non, parce que lors des élections de 2021, il y a eu des épisodes extrêmement brutaux et violents. En novembre 2020, au moins 54 personnes ont été tuées par des forces de sécurité. Cela s'est produit lors des manifestations contre l'arrestation du leader de l'opposition, Bobi Wine, et beaucoup de personnes qui ont été tuées qui étaient des simples passants, par exemple. Oui. De plus, à cette époque-là, de nombreuses personnes ont été enlevées par ce qu'on appelait des drones. C'était des minibus qui n'étaient pas identifiables. Mhm. Euh, Oui, alors cette élection-ci, je propose, alors excusez-moi, Monsieur Titeka, oui. je propose d'ailleurs, maintenant que vous parlez de Bobi Wine, qu'on écoute des militants qu'on a interrogés justement et on en parle juste après. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Les autres se font gazer par les forces armées plus loin sur la route. Ils auraient dû tous être ici pour écouter ce que Bobi Wine a à dire, mais ils ne sont pas là. En tant qu'Ougandais, nous sommes prêts à protéger notre vote s'il est volé. Trop, c'est trop. Museveni nous gouverne depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la jeune génération dit ça suffit. Ils utilisent des forces de sécurité pour truquer les élections. Nous on dit assez, laissez-nous décider de notre avenir. Bobi Wine, le leader de l'opposition, aussi candidat, il fait partie des 7 candidats. Finalement, est-ce que l'histoire se répète? Quelles sont les chances de Bobi Wine? Oui, ouais. Aussi, c'est une bonne question. Alors, aussi, dans ces élections-ci, il n'y a pas eu des épisodes aussi spectaculaires ou brutaux comme les élections en 2021, mais on reste dans un contexte qui est globalement extrêmement répressif, dans lequel, par exemple, le nombre d'arrestations est comparable ou supérieur à celui des élections précédentes.
Il y a la presse indépendante qui n'a pas pu travailler librement. Elle a été empêchée de couvrir correctement les campagnes présidentielles. Et Bobby Wine et son parti, la NUP, ils ont été empêchés de faire campagne dans des régions clés. Donc, il n'y a pas des élections libres à ce moment-là. Il n'y a pas d'élection libre. La question qu'on se pose, Christophe Titeka, c'est finalement, est-ce que la répression qu'on entend, qui devient une arme, finalement, est-ce que ça sert à verrouiller la victoire de Museveni, ou aussi est-ce que ça prépare finalement le terrain de son fils, Muhoozi, dont on parle beaucoup comme potentiellement un successeur au père? Merci, c'est une bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de cette campagne électorale, donc son fils, Muhoozi Kainerugaba, il est resté très silencieux sur les réseaux sociaux. Auparavant, Muhoozi, il n'a jamais hésité à recourir à la violence ou à utiliser des déclarations très dures pour intimider toute personne qui osait le critiquer ou remettre en cause sa personne. Donc la violence actuelle, en revanche, ne semble pas être directement liée à ce processus de succession. D'accord, donc vous croyez pas à cette thèse-là. Parlons du commandement des forces spéciales, souvent présenté comme une garde présidentielle qui joue un rôle central. Est-ce qu'on peut parler d'armée privée? Oui, tout à fait. Donc, le SFC ou Special Forces Command, on peut le comparer en fait avec le RSF au Soudan. C'est une armée au sein de l'armée. À l'origine, c'était une brigade présidentielle directement au service du président, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, c'est l'unité qui est la mieux équipée de toute l'armée. Mais surtout, c'est la base de pouvoir du fils du président, Muhoozi, et il s'en sert à la fois comme base de pouvoir militaire et comme base de pouvoir politique. Alors, parlons de la succession. Néanmoins, vous pensez que dans cette élection-là, peut-être que la répression ne sert pas directement les intérêts du fils, mais est-ce qu'il est le successeur désigné? Et si oui, quel rôle est-ce qu'il joue finalement dans cette séquence électorale, Muhoozi? Ok, merci. Donc, depuis à peu près 10 ans, des responsables militaires de premier plan, ils parlent ouvertement d'un scénario de succession dans lequel Muhoozi serait le successeur. C'est le Muhoozi Project. Et donc, des acteurs politiques et militaires clés se sont en train de positionner. Ce processus est devenu encore plus visible au cours des 5 dernières années. Cela peut être comparé à une succession en préparation dans laquelle le père, donc le président, semble clairement vouloir passer la main, mais à d'autres moments paraît d'hésiter, notamment lorsque Muhoozi faisait des déclarations très provocatrices, par exemple à propos de Nairobi et Kenya, en disant qu'il allait l'envahir. Cela dit, depuis qu'il a été devenu chef de l'armée, ce doute semble avoir disparu. On n'entend pratiquement plus de critiques à son égard, ni sur sa personne. Oui, donc vous pensez qu'effectivement, il a dû se faire peut-être profil bas. Merci beaucoup, Christophe Titeka. Merci d'être venu avec nous dans ce focus sur l'Ouganda. Merci à vous, c'est vraiment d'être venu. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Kampala à Cotonou en passant par N'Djamena. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.